sortez, espèce de minable. Ces mots déchirèrent le silence tranquille du hall principal, comme un coup de feu. Ils résonnèrent sur les hauts plafonds en cèdre, ricochèrent contre l'immense cheminée en pierre, faite sur mesure, et semblèrent flotter dans l'air frais de la montagne. Je restai figé, l'espace d'une fraction de seconde. La lourde clé à molette en acier, dans ma main, devint soudainement froide. Mon frère Caspian se tenait à moins de 10 pieds de moi. Son visage était tordu en un masque hideux de pur mépris. Il portait un costume bleu marine foncé qui semblait cher de loin, mais qui était clairement une location bon marché de près. Le genre de costume que portent les agents immobiliers, quand ils veulent faire croire qu'ils ont une valeur nette élevée. Je baissai les yeux sur mes propres vêtements. Une salopette de toile épaisse, des bottes de travail éraflées, et quelques taches de graisse foncée sur mes phalanges. Je venais de passer les 2 dernières heures, les pieds dans l'eau, dans la salle des pompes, à réparer une valve de pression pour la cascade intérieure. J'aime réparer les choses. J'aime la saleté honnête sur mes mains. Mais pour Caspian, j'étais juste une tache dans sa réalité fabriquée, parfaite. À côté de lui se tenait Monsieur Bradford, un titan de 55 ans dans le monde du capital investissement. Bradford portait un simple pull en cachemire et un pantalon, rayonnant de la confiance tranquille d'un homme qui avait réellement de l'argent. Il semblait profondément mal à l'aise avec l'explosion soudaine de Caspian. Et, quelques pas derrière eux, sirotant du champagne dans des flûtes en cristal, se trouvaient mes parents, Archibald et Cordelia, ma propre mère et mon propre père. Ils me regardaient avec la même expression qu'ils avaient portée toute ma vie. Un mélange d'embarras, de pitié, et un sourire très distinct de supériorité. Ils adoraient voir Caspian me remettre à ma place. Ils vivaient pratiquement pour ça. J'ai 29 ans. Pendant 29 ans, j'ai été l'enfant invisible, le souffre-douleur, le minable pathétique qui n'a jamais été à la hauteur du « golden boy » de la famille. Caspian avait 32 ans, un courtier immobilier commercial qui parlait entièrement en mots à la mode, louait des voitures de luxe qu'il ne pouvait pas se permettre, et vivait dans un état perpétuel de délire arrogant. J'étais juste Ayan, le silencieux, le gars qui avait abandonné la course corporative traditionnelle pour nettoyer des toilettes, manier des marteaux et gérer des propriétés. Du moins, c'est l'histoire à laquelle il croyait. Je serrai ma prise sur la clé, fixant mon frère. Je sentais la chaleur familière de la rage monter dans ma poitrine, une colère sombre et lourde, que j'avais passé des années à apprendre à réprimer. Il me criait dessus, m'humiliait devant un client milliardaire, me traitait comme une ordure absolue, dans un endroit où j'étais censé être complètement en sécurité. Car ce que Caspian ne savait pas, ce que mes parents ignoraient, et ce que M. Bradford, lui, ne savait certainement pas encore, c'était la vérité sur l'endroit où nous nous tenions. Nous étions dans le hall de Whispering Piney, un complexe hôtelier de montagne éco-luxe, situé à 2h30 de Denver, Colorado. C'était un vaste sanctuaire de 40 acres de forêt vierge, d'équipements haut de gamme, et de vues à couper le souffle. Et chaque centimètre carré de cela m'appartenait, pas à une corporation, pas à un groupe d'investisseurs. À moi. Mon nom était le seul nom sur l'acte de propriété. J'ai acheté le terrain. J'ai conçu l'agrandissement. J'ai versé mon sang et ma sueur littéraux dans les fondations de cette propriété de 9 millions de dollars. Et en ce moment, mon frère se tenait au cœur même de mon empire, me disant de partir. L'audace de la chose était si stupéfiante que ma colère se cristallisa soudainement en quelque chose de complètement différent. Une clarté froide, nette, calculatrice. Je n'ai pas crié en retour. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste regardé les yeux furieux et désespérés de Caspian. J'ai vu la panique se cacher juste sous sa surface arrogante. Il avait besoin de cet accord de 25 millions de dollars avec Bradford. Il en avait besoin pour survivre. Je baissai lentement la clé, la posant délicatement sur le bord de la jardinière en pierre. J'essuyai mes mains sur un vieux chiffon, tiré de ma poche arrière, gardant mon visage complètement impassible. Mon personnel, le concierge à la réception, et le bagagiste près de la porte regardaient avec de grands yeux terrifiés. Ils savaient exactement qui j'étais. Ils savaient qu'ils regardaient un homme mort marcher, mais ils avaient signé de stricts accords de non-divulgation, et un léger hochement de tête leur indiqua de rester exactement où ils étaient. Je fis à Caspian un sourire poli et vide, un sourire réservé aux invités indisciplinés. Puis, je tournai les talons et m'éloignai, le lourd bruit sourd de mes bottes de travail s'estompant dans le long couloir ensoleillé. Ils pensaient avoir gagné.
Il pensait avoir réussi à bannir le minable pathétique de sa grande scène. Mais il n'avait absolument aucune idée qu'il venait de me forcer la main. Et la punition que j'étais sur le point de déclencher allait systématiquement démanteler toute sa vie. Vous devez comprendre comment il en est arrivé là, car une trahison comme celle-ci ne se produit pas du jour au lendemain. Elle se construit sur des décennies. Elle est construite brique par brique, insulte par insulte, jusqu'à ce que le poids de la toxicité devienne la fondation de toute votre existence. Mes parents, Archibald et Cordelia, avaient une philosophie très simple en matière d'éducation des enfants. Caspian était le fils, et j'étais l'espace froid et vide dans son orbite. Mon père était un expert en assurance de niveau intermédiaire, qui a toujours eu l'impression de mériter mieux. Ma mère était une femme au foyer qui traitait les commérages du quartier comme un sport olympique. Ils étaient obsédés par les apparences. Ils voulaient un fils qui ait l'air de valoir $1 million, qui parle comme un politicien, et qui apporte du prestige au nom de famille. Caspian correspondait parfaitement à ce moule. Il était bruyant, charismatique et complètement plein de vantardise. J'étais introverti, pratique et préférais la compagnie des outils à celle des gens. Au moment où j'ai eu 18 ans, la fracture entre nous n'était plus seulement émotionnelle. Elle était entièrement financière. Je me souviens de la semaine de ma remise de diplôme du lycée. Je travaillais à 3 emplois différents, je débarrassais les tables dans un restaurant, je mettais des produits en rayon dans une épicerie, et je faisais de l'aménagement paysager de base les week-ends. J'essayais de rassembler assez d'argent pour le collège communautaire, car mes parents m'avaient déjà dit que le fonds d'études était à sec. Ce même week-end, ils ont organisé une immense fête pour Caspian. Il venait d'être accepté dans un programme de formation en immobilier commercial, totalement inutile et hors de prix. Pendant le toast, mon père s'est levé, les larmes aux yeux, et a tendu à Caspian une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une montre Rolex. Elle coûtait $8 000. Je connaissais le prix exact car j'avais accidentellement vu le relevé de carte de crédit sur le comptoir de la cuisine. Ils avaient vidé leurs économies d'urgence pour un bijou, juste pour que Caspian puisse faire bonne figure. Après la fête, il a commencé à pleuvoir. J'ai demandé à mon père de me conduire au restaurant pour mon service de nuit. Il m'a fait un signe de la main, disant qu'il ne voulait pas mouiller les sièges en cuir de sa voiture, et m'a dit de prendre le bus. J'ai marché 2 miles sous la pluie battante, trempé, en pensant à cette montre de $8 000. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que j'étais complètement seul. Avançons jusqu'à mes 24 ans. J'avais passé 6 ans à vivre comme un moine. J'avais économisé chaque sou. J'avais lu tous les livres sur l'investissement immobilier que je pouvais trouver. Pendant que Caspian s'envolait pour Miami, avec des cartes de crédit au maximum, pour réseauter avec des gens riches, j'achetais ma toute première propriété. C'était un motel miteux de 12 chambres au bord de la route, que j'ai obtenu pour $120 000. Il sentait la moisissure et les mauvaises décisions. J'ai passé 4 mois à dormir sur un lit de camp dans le bureau, à décaper la peinture au plomb, à réparer des tuyaux éclatés, et à remplacer des toilettes à main nue. Quand j'ai finalement terminé la rénovation et que je l'ai transformée en une halte boutique propre et moderne, j'ai invité ma famille à la grande réouverture. J'avais même acheté un gâteau bon marché. J'ai attendu dans le hall pendant 3 heures. Personne n'est venu. Quand j'ai appelé ma mère, elle a semblé agacée. Elle m'a dit qu'ils étaient occupés à faire leurs valises, car Caspian avait réussi à conclure un petit bail de bureau en centre-ville, et qu'il l'emmenait dîner pour fêter ça, avant ses vacances en Europe. Elle m'a dit de m'amuser avec mon petit projet de plomberie, et à raccrocher. J'ai mangé le gâteau seul. J'ai vendu ce motel 1 an plus tard, pour un profit énorme. Et c'est là que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. J'ai réalisé que si ma famille découvrait un jour que j'avais de l'argent, ils ne seraient pas fiers de moi. Ils me verraient comme une banque. Ils me videraient à sec pour financer la chaîne sans fin d'échecs et de dettes de Caspian. Alors, j'ai trouvé un brillant avocat d'affaires nommé Desmond. Desmond avait 45 ans, était aussi affûté qu'une lame de rasoir, et savait exactement comment naviguer dans le monde complexe de la protection des actifs. Il m'a aidé à créer une série de sociétés à responsabilité limitée anonyme. Mon argent allait dans les SARL. Les SARL achetaient des propriétés en difficulté. Je les rénovais, les revendais, et montais les échelons. Je suis devenu un fantôme dans mon propre empire financier. Pour le monde, les entreprises possédaient tout. Pour ma famille, j'étais juste Ayan,
le triste gestionnaire immobilier sans ambition, qui vivait de salaire en salaire, nettoyant les dégâts des autres. J'ai accepté les insultes. J'ai accepté les blagues au dîner de Thanksgiving. Je portais ma salopette et les laissais croire tout ce qui les faisait se sentir supérieurs. C'était l'armure parfaite, mais l'armure ne vous protège que si longtemps. Finalement, quelqu'un essaie de vous poignarder là où ça fait mal, et mon frère était sur le point d'enfoncer le couteau profondément. Le piège a été tendu une semaine avant l'incident des cris dans le hall principal. C'était un mardi soir. J'étais assis dans mon bureau privé, surplombant la crête ouest de la propriété, en train de revoir les marges bénéficiaires trimestrielles, lorsque mon téléphone portable a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de ma mère. Je l'ai fixé un long moment, la laissant sonner. Elle n'appelait jamais, sauf si elle avait besoin de quelque chose. Et ce quelque chose impliquait généralement de faire un sacrifice pour mon frère. J'ai tapé sur l'écran et porté le téléphone à mon oreille. J'ai gardé ma voix neutre. Oui, maman? Ayan, écoute-moi. Sa voix traversa le haut-parleur, essoufflée et frénétique, empreinte de ce ton familier de panique exigeante. Ton frère est dans une situation très critique. Il est sur le point de conclure un accord de retraite d'entreprise de 25 millions de dollars. C'est l'accord majeur. C'est l'accord qui va faire toute sa carrière. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir. Tant mieux pour lui. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ne me parle pas sur ce ton, claqua-t-elle, immédiatement sur la défensive. Caspian a besoin d'un lieu. Il doit impressionner ce client, un certain monsieur Bradford. Il veut présenter l'idée d'une intégration de complexes éco-résidentiels exclusifs. Mais Caspian ne peut pas simplement l'emmener dans un hôtel ordinaire. Il a besoin de quelque chose de haut de gamme, de privé, comme cet endroit où tu travailles dans les montagnes. Whispering Pinet. J'ai fait une pause, ressentant une soudaine pointe d'irritation. Whispering Pinet n'était pas juste un endroit où je travaillais. C'était mon joyau. J'avais dépensé des millions pour en faire un sanctuaire. Et vous voulez que je fasse quoi exactement? Je veux que tu parles à ton patron, ordonna-t-elle, comme si elle commandait un sandwich dans une épicerie fine. Tu es le responsable de la maintenance, n'est-ce pas? Tu dois connaître le propriétaire ou le directeur général. Dis-leur que tu as un courtier de haut profil, qui veut utiliser la propriété pour le week-end. Supplie-les si tu dois. Caspian a besoin de cet endroit d'ici vendredi et il a besoin d'une forte réduction. Il n'a pas les moyens de payer le tarif corporate standard en ce moment. Fais-le, Ayan. Peux-tu faire quelque chose d'utile pour cette famille, pour une fois dans ta vie? J'ai fermé les yeux et pris une lente et profonde inspiration. Le pur sentiment de droit était suffocant. Elle me demandait de faire valoir mon soi-disant travail d'ouvrier pour supplier mon patron imaginaire, afin que son enfant chéri puisse jouer à faire semblant dans un complexe de luxe pour une bouchée de pain. Une personne normale aurait dit non. Une personne normale aurait raccroché le téléphone. Mais je n'étais plus normal. J'étais fatigué. J'étais tellement incroyablement fatigué des humiliations constantes. Une curiosité sombre et tordue commença à fleurir au fond de mon esprit. Je voulais voir. Je voulais voir jusqu'où Caspian était prêt à pousser sa fausse réalité. Laissez-moi voir ce que je peux faire, lui dis-je, ma voix étrangement calme. Je vais parler à la direction. Ne te contente pas de parler, Ayan. Résous le problème. C'est la vie de ton frère qui est en jeu. Elle raccrocha sans dire au revoir. Je posai le téléphone sur mon bureau et regardai les vastes pins. Puis, je décrochai mon téléphone de bureau et appelai Desmond. Mon avocat répondit à la deuxième sonnerie. Desmond, dis-je, fixant les rapports financiers sur mon écran. J'ai besoin que tu rédiges un contrat de location à court terme pour le pavillon principal et 2 chalets VIP ce week-end. Mais la SARL de courtage de Caspian comme locataire. Desmond sembla confus. Ton frère? Je pensais que tu gardais ta famille complètement séparée de tes actifs. Quel est le prix que tu veux lui facturer? La location pour le week-end est généralement d'environ 15 000 $. Fais-le 2 000 $, lui dis-je, et envoie-le-lui depuis l'adresse email générique de gestion immobilière de l'entreprise. Fais en sorte que cela ressemble à une énorme faveur d'un suzerain corporatif anonyme. N'attache mon nom à rien. Es-tu sûr de cela, Ayan? Demanda Desmond,
son ton professionnel masquant une pointe de réelle inquiétude. Mélanger des membres de famille toxiques avec ton principal actif commercial se termine généralement par une énorme responsabilité. Je suis sûr. Rédige juste les papiers. J'ai passé le reste de la semaine à me préparer. J'ai dit à mon personnel que ma famille viendrait me rendre visite et leur ai demandé de me traiter exclusivement comme le chef de la maintenance. Personne ne devait me désigner comme « monsieur »,« patron » ou « propriétaire ». Je voulais que l'illusion soit absolument parfaite. Je voulais que Caspian se sente comme un roi, complètement inconscient qu'il dansait sur une trappe que j'avais construite de mes propres mains. Je pensais savoir ce qui allait arriver. Je pensais qu'il viendrait simplement ici, agirait de manière arrogante, boirait mon alcool cher, et essaierait d'impressionner son client. J'étais prêt à endurer un week-end de remarques désobligeantes et de tapes condescendantes dans le dos. Mais quand le vendredi après-midi arriva enfin, je réalisai rapidement que j'avais gravement sous-estimé les profondeurs de la dépravation de mon frère. Le cauchemar ne faisait que commencer et les enjeux étaient sur le point de devenir dangereusement réels. Le vendredi après-midi, un froid montagnard mordant s'installa. Je me tenais près de l'entrée principale, vêtu de ma salopette de toile standard, faisant semblant d'inspecter les charnières en laiton des doubles portes principales. J'entendis le crissement des pneus sur l'allée de gravier avant de les voir. Une élégante Mercedes noire s'arrêta devant le service de voiturier. Pas une Maybach, pas une Bentley, mais une Mercedes classe C, flambant neuve, indéniablement chère, et entièrement louée. Caspian sortit du côté conducteur, vêtu d'un costume ajusté, ajustant ses lunettes de soleil coûteuses. Il ressemblait à un acteur jouant un homme d'affaires riche dans une publicité à petit budget. Des portes passagers émergèrent mes parents, Archibald et Cordelia, suivis de près par ma tante Cresa. Tante Cresa était la sœur de ma mère. Et si Cordelia était la présidente du fan club de Caspian, Cresa en était la chef propagandiste. Elle avait une voix de chouette ululante et un talent pour faire passer des insultes passives-agressives pour des compliments. Je m'avançai, gardant ma posture légèrement avachie, jouant le rôle de l'employé obéissant. « Bienvenue à Whispering Pinet », dis-je, ma voix plate. Mon père grogna, étirant son dos en regardant la magnifique structure en bois du hall. Bon sang, ce trajet était misérable. 2h30 de route sinueuse. Ayan, pourquoi diable travailles-tu si loin, au milieu de nulle part? Avant que je puisse répondre, Caspian passa devant moi, ignorant complètement ma présence. Il passa sa main sur la surface d'une console en acajou italien sculptée sur mesure, que j'avais importée spécifiquement pour l'entrée. Il tapota le bois avec ses phalanges, un air suffisant sur le visage. « Pas mal », dit Caspian, sa voix résonnant dans le hall. « C'est un peu rustique à mon goût, mais ça fera l'affaire. Prends des notes, Ayan. Si tu arrêtais d'être si paresseux et que tu te donnais la peine, peut-être qu'un jour tu pourrais te permettre d'acheter une fraction d'un tapis dans un endroit comme celui-ci. » Ma mère rit doucement, tapotant affectueusement le bras de Caspian. « Oh, arrête de taquiner ton frère. Il nous a rendu un grand service, suppliant son patron pour cette réduction. » Elle se tourna vers moi, me regardant de haut en bas avec un dégoût flagrant. Cependant, fallait-il vraiment porter ces vêtements de travail sales pour nous accueillir? Tu ressembles à un mécanicien. Tu vas embarrasser Caspian devant Monsieur Bradford demain. Je suis au travail, maman, répondis-je, ma voix calme. La chaudière avait besoin d'être vérifiée. Eh bien, va te laver les mains et prends les bagages dans le coffre, ajouta tante Cresa, désignant la Mercedes d'un doigt manucuré. Et fais attention à mes sacs en cuir vintage. Ne les salis pas avec ta graisse. Je ne me suis pas disputé. Je me suis dirigé vers la voiture, j'ai sorti 4 lourdes valises du coffre, et je les ai portées vers les chalets VIP. L'ironie était si épaisse que je pouvais à peine respirer. Il me donnait des ordres, me traitant comme un travailleur paysan, alors qu'il se tenait sur une propriété que je possédais entièrement. Chaque ampoule qu'il regardait, chaque planche sur laquelle il marchait était payée par la sueur qu'il se moquait si désespérément. J'ai passé le reste de la soirée à jouer le rôle du serviteur invisible. Je les ai regardés s'asseoir dans la salle à manger principale, commander les plats les plus chers du menu. J'ai regardé Caspian claquer des doigts devant mon personnel de service. J'ai regardé mon père se plaindre de la température de son steak. Je me suis tenu dans l'ombre, près des portes de la cuisine, observant silencieusement le cirque. Plus tard dans la nuit, je passai près du foyer extérieur. Caspian était assis là avec mon père,
tenant un verre de mon meilleur scotch. Il parlait fort, répétant son discours pour le lendemain. Bradford est un traditionnaliste, disait Caspian, en faisant tournoyer le liquide ambré. Il veut des actifs concrets. Il veut des terres, du bois, et des droits exclusifs. Je dois juste le convaincre que cette région est le prochain Aspen. Si je peux conclure ce paquet d'intégration de 25 millions de dollars, ma seule commission couvrira mes dettes. Tes dettes, demanda mon père, semblant légèrement nerveux. Je pensais que la société de courtage couvrait tes frais initiaux. Caspian agita la main d'un geste dédaigneux. Il faut dépenser de l'argent pour en faire, papa. J'ai dû contracter un prêt à court terme d'1,5 million de dollars pour garantir les frais de possession des lots adjacents. C'est bon. Quand Bradford signera l'intention demain, je suis en or. Je cessai de marcher. Le sang me glaça les veines. Un prêt sur gage d'1,5 million de dollars. Caspian n'essayait pas seulement d'avancer dans sa carrière. Il se noyait. Il avait misé de l'argent qu'il n'avait pas, avec des gens qui facturaient des taux d'intérêt exorbitants. Il était désespéré, et les gens désespérés font des choses extrêmement stupides. Je retournai à mes petits quartiers de maintenance, un lourd sentiment d'appréhension s'installant sur moi. Je savais que mon frère était arrogant et insensé, mais je n'avais pas réalisé qu'il jouait à la roulette russe avec sa vie financière. Je réglai mon réveil à 6 heures du matin. Je devais le surveiller de très près. La scène était prête. Les acteurs étaient en place, mais je n'avais absolument aucune idée que demain matin, Caspian allait réécrire le scénario d'une manière qui transformerait ce drame familial en un crime fédéral. Le samedi matin, le ciel était d'un bleu clair et un froid vif et piquant s'était installé. J'étais debout bien avant le lever du soleil, arpentant les lieux, m'assurant que chaque détail du complexe était absolument impeccable. À 9 heures du matin, l'atmosphère dans le pavillon principal était électrique de tension. Monsieur Bradford était arrivé pile à l'heure dans une élégante Maybach noire, accompagné d'une unique assistante silencieuse. Je me tenais derrière l'immense bar en chêne, dans le coin de la grande salle, vêtu d'une chemise de travail propre mais délavée, polissant lentement des verres à vin avec un chiffon blanc. J'étais assez proche pour tout entendre, mais assez éloigné pour me fondre dans le décor rustique. Caspian avait parfaitement arrangé les sièges. Il avait installé Bradford dans un fauteuil en cuir moelleux, face aux magnifiques baies vitrées qui encadraient les sommets enneigés. Mes parents et tante Créza étaient assis sur un canapé voisin, essayant désespérément de paraître riches et sophistiqués, sirotant de l'eau gazeuse comme si c'était du champagne rare. Caspian arpentait la pièce devant la cheminée, gesticulant en parlant. Il faisait le discours de sa vie. Il parlait de projections de marché, de tendances d'écotourisme et de changements démographiques. Bradford écoutait tranquillement, son visage un masque illisible, ses yeux perçants observant les détails de la pièce. Cette région est complètement inexploitée, monsieur Bradford, dit Caspian, sa voix dégoulinant d'une confiance forcée. Vous regardez un monopole localisé. Mais la clé du paquet d'intégration de 25 millions de dollars que je propose, c'est d'avoir un hub central. Un joyau de la couronne? Bradford se pencha en avant, posant son menton sur ses mains jointes. Un joyau de la couronne? Vous voulez dire une propriété phare pour ancrer les développements environnants? Exactement. Caspian sourit, sentant qu'il avait ferré le poisson. Et nous n'avons pas besoin d'en construire un à partir de zéro. Nous l'avons déjà. Il fit un geste expansif autour de la pièce. Les poutres en cèdre, le foyer en pierre, l'éclairage personnalisé. Ce complexe, Whispering Pinet, annonça Caspian, c'est l'encre parfaite. Bradford haussa un sourcil. C'est une belle propriété, Caspian. Mais acquérir un complexe établi comme celui-ci prendrait des mois de négociation. La holding qui possède cet endroit doit connaître sa valeur. Cela réduirait sévèrement les marges de l'investissement de 25 millions de dollars. J'arrêtai de polir le verre. Je retins mon souffle. C'est la beauté de la chose, monsieur Bradford, dit Caspian, se penchant, baissant la voix jusqu'à un murmure conspirateur. Il n'y aura pas de longue négociation. Je peux intégrer toute cette propriété à l'accord immédiatement. Et comment pouvez-vous garantir cela exactement, demanda Bradford, son ton sceptique. Parce que je la possède, mentit Caspian. Le silence qui suivit fut si profond que j'entendis le crépitement des bûches dans la cheminée. Mon cœur battait contre mes côtes. Je fixai l'arrière de la tête de mon frère,
complètement paralysé par l'ampleur du mensonge qui venait de sortir de sa bouche. Il ne s'était pas contenté de prétendre avoir une connexion. Il avait revendiqué la propriété. Il utilisait mon complexe de 9 millions de dollars comme garantie pour obtenir un énorme paiement d'entreprise. Mes parents ne haltèrent pas. Ils ne le corrigèrent pas. Archibald prit juste une lente gorgée de son eau, et Cordelia sourit fièrement à Bradford. Ils étaient complices. Ils étaient assis dans ma maison, laissant mon frère voler le travail de ma vie, juste devant mes yeux. Bradford parut impressionné pour la première fois. Vous possédez tout ce domaine. Je dois admettre, Caspian, je suis surpris. Vous avez gardé cela très secret. Je préfère laisser mes biens parler d'eux-mêmes, dit Caspian avec douceur, ajustant ses manchettes. Les yeux de Bradford passèrent devant Caspian et se posèrent sur moi. Je me tenais toujours derrière le bar, tenant le verre, fixant mon frère avec insistance. Bradford fronça légèrement les sourcils. Si vous possédez cet endroit, Caspian, demanda Bradford, sa voix basse mais tranchante. Pourquoi l'homme de la maintenance nous regarde-t-il au lieu de faire son travail? Caspian tourna la tête d'un coup, ses yeux fixés sur les miens. Pendant une fraction de seconde, je vis une terreur nue dans son expression. Il savait qu'un seul mot de ma part pouvait briser tout son univers. Mais, fidèle à sa nature, sa terreur se transforma instantanément en une rage vicieuse et défensive. Il devait affirmer sa domination. Il devait prouver à Bradford qu'il était le maître de la maison. Il traversa la pièce à grands pas, réduisant la distance entre nous, son visage virant au rouge foncé. Il frappa sa main à plat sur le comptoir du bar. « Sortez, espèce de minable » hurla Caspian, sa voix se brisant d'hystérie. « Sortez de ma vue et allez récurer les sols, là où est votre place. » Ce fut le moment. Ce fut le cri qui résonna sur les plafonds en cèdre. Ce fut le moment où la clé tomba et où le dernier vestige d'obligation fraternelle que j'avais jamais ressenti s'évapora dans l'air. Je le regardais. Je regardais mes parents, souriant sur le canapé. Je regardais Bradford. Je fis mon sourire poli et vide, et je m'éloignai. Mais je ne m'éloignais pas pour me cacher. Je m'éloignais pour me préparer à la guerre. Je ne suis pas allé à la chaufferie. Je ne suis pas allé récurer les sols. J'ai marché directement dans le couloir principal, j'ai glissé à travers une lourde porte en chêne marquée « Personnel autorisé uniquement », et j'ai descendu un étroit escalier menant à la suite de bureaux exécutifs souterrains. L'air y était frais, et sentait l'encre fraîche et le cuir. J'ai verrouillé l'épaisse porte en bois derrière moi, j'ai marché jusqu'à mon lourd bureau en acajou, et je me suis effondré dans la chaise à haut dossier. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'une poussée d'adrénaline si massive qu'elle me faisait mal aux dents. Je fixais aveuglément les moniteurs de sécurité montés au mur, observant les images silencieuses en noir et blanc de Caspian poursuivant sa présentation à Monsieur Bradford, dans la grande salle au-dessus de moi. Mon esprit s'emballait, calculant l'énorme ampleur juridique et financière de ce qui venait de se produire. Caspian ne mentait pas juste pour gonfler son ego. Il mentait pour obtenir un investissement d'entreprise de 25 millions de dollars. Il offrait une propriété commerciale de 9 millions de dollars, qu'il ne possédait pas, comme un actif d'ancrage garanti. Dans l'État du Colorado, et en vertu des réglementations commerciales fédérales, utiliser des biens immobiliers que l'on ne possède pas pour garantir des contrats financiers n'est pas seulement une rupture d'éthique. C'est une fraude par fil de fer, une fraude commerciale. C'est le genre de crime qui vous envoie en prison fédérale pour une décennie. Et puis, il y avait la dette. Caspian avait avoué à mon père qu'il avait contracté un prêt sur gage d'1,5 million de dollars. Les prêteurs sur gage ne sont pas des banques. Ils ne se soucient pas de vos sentiments. Ils se soucient de leur taux d'intérêt, qui avoisine les 20%, et ils se soucient d'être remboursés rapidement. Caspian avait misé toute sa vie, et peut-être sa sécurité physique, sur l'hypothèse qu'il pourrait bluffer son chemin à travers cet accord. Il se tenait sur une mine terrestre, et il venait de me donner le détonateur. J'ai décroché la ligne fixe sécurisée sur mon bureau, et j'ai composé le numéro direct. Elle a sonné exactement une fois, avant qu'une voix nette ne réponde. Desmond à l'appareil. Desmond, dis-je, ma voix étrangement calme et stable. Le ton me surprit moi-même. On aurait dit la voix d'un étranger. J'ai besoin que tu laisses tomber tout ce que tu fais, et que tu te rendes au complexe immédiatement. Ian Desmond parut immédiatement alerte. C'est samedi matin.
Qu'est-ce qui ne va pas? La situation familiale a-t-elle dégénéré? Dégénérer est un euphémisme, répondis-je, gardant mes yeux fixés sur le moniteur de sécurité, où Caspian serrait la main de M. Bradford. Mon frère vient de proposer un paquet de rachat de 25 millions de dollars à un PDG de Capital Investissement, et il a utilisé Whispering Pinet comme actif principal. Il a affirmé qu'il possédait la propriété en pleine propriété. Il y eut un long et lourd silence à l'autre bout de la ligne. J'entendais le léger son de la respiration de Desmond. Quand il parla enfin, son comportement professionnel avait complètement disparu, remplacé par un choc absolu. Il a commis une fraude commerciale sur des lieux enregistrés, demanda Desmond, la voix tendue. Ian, si ce PDG signe un protocole d'accord basé sur cette affirmation, votre frère commet un crime fédéral. Je sais, dis-je. Et il est censé signer les lettres d'intention officielles demain matin à 10 heures, dans ma salle de conférence en verre. Écoute-moi très attentivement, Ian, dit Desmond, l'avocat en lui prenant complètement le dessus. Ne le confronte pas. Ne fais pas de scène aujourd'hui. Nous devons gérer cela avec une précision chirurgicale pour nous assurer que la responsabilité ne rejaillisse pas sur TSARL. Que veux-tu que je fasse? Je me penchai en avant, posant mes coudes sur le bureau. J'ai besoin que tu ailles au coffre principal, au bureau du centre-ville. Récupère le classeur principal de l'entreprise, le dossier rouge. Je veux l'acte de propriété original avec le sceau du comté. Je veux les accords d'exploitation de la SARL, me désignant comme le seul membre. Je veux les relevés fiscaux, les licences d'alcool, et les polices d'assurance commerciale. Je veux chaque morceau de papier qui prouve que je possède l'air qu'il respire actuellement. C'est fait, dit fermement Desmond. Je serai au complexe pour le dîner. Nous resterons hors de vue jusqu'à demain matin. Bien, dis-je. Et Desmond, apporte le costume Tom Ford de mon placard en ville, celui en gris anthracite foncé. Je raccrochai le téléphone. Je me penchai en arrière dans la chaise et laissai échapper une longue et lente expiration. À l'étage, l'enfant chéri célébrait sa grande victoire. Mes parents louaient probablement son génie, riant du misérable agent de maintenance qu'ils avaient chassé de la pièce. Ils pensaient avoir assuré un avenir de richesse et de prestige sans fin. Ils n'avaient aucune idée que demain matin, le soleil se lèverait sur leur destruction absolue. Si cette histoire vous a accroché et que vous voulez voir Ian se venger, veuillez montrer votre soutien. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et faites-moi savoir dans les commentaires de quelle ville ou de quel état vous regardez. Chaque interaction aide à faire connaître ces histoires intenses à plus de monde. Le dimanche matin arriva avec le genre de lumière solaire aveuglante et cristalline qui n'existe que dans les hautes montagnes. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, bien que je n'ai presque pas dormi. Mon esprit avait tourné à 1000 à l'heure, passant en revue tous les scénarios juridiques et personnels possibles qui étaient sur le point de se dérouler. Desmond était arrivé tard la nuit précédente, s'étant glissé dans la propriété par l'entrée de service. Il avait apporté tout ce que j'avais demandé. Le classeur corporatif rouge maître était actuellement posé au pied de mon lit, lourd du poids de la vérité absolue et indéniable. Et accroché derrière ma porte, dans une housse à vêtements impeccable, se trouvait l'armure que j'étais sur le point de porter au combat. J'ai pris une longue douche chaude. Je suis resté sous l'eau brûlante, la laissant emporter la crasse du travail de maintenance que j'avais effectué la veille. Plus important encore, j'avais l'impression de laver 29 ans d'être le frère cadet invisible et pathétique. Quand je suis sorti et que j'ai essuyé la vapeur du miroir, j'ai fixé mon propre reflet. Je n'étais pas le gars qui réparait les toilettes. J'étais un millionnaire autodidacte qui possédait le terrain même sur lequel ma famille arrogante dormait. Il était temps de commencer à agir comme tel. Je me suis rasé avec soin. Puis j'ai dézippé la housse à vêtements. J'ai sorti la chemise en soie blanche impeccable et je l'ai enfilée. Le tissu était frais et incroyablement lisse contre ma peau. Viennent ensuite le pantalon et la veste. C'était un costume Tom Ford sur mesure, un gris anthracite foncé, qui m'allait avec une perfection absolue. Je l'avais acheté à New York il y a 2 ans pour une réunion d'acquisition majeure, et il coûtait 5000 $. C'était le genre de costume qui ne semblait pas juste cher, il commandait un respect immédiat. Il criait la puissance, le contrôle et une richesse tranquille et dangereuse. J'ai fait un nœud simple et élégant à ma cravate en soie foncée. Enfin, j'ai ouvert une petite trousse de voyage en cuir et j'ai sorti la montre. C'était une Patek Philippe,
un chef-d'œuvre authentique et intemporel de l'ingénierie suisse. Ce n'était pas une monstruosité en faux or criard déloué, comme la Rolex que mon frère portait pour faire semblant d'être riche. C'était une affirmation discrète d'une prospérité véritable. Je l'ai attaché à mon poignet. Le métal froid me procurait une sensation d'ancrage. Je me suis regardé dans le miroir une dernière fois. La transformation était complète. Je ne ressemblais en rien à l'Ayan qu'il connaissait. Je ressemblais à l'homme qui possédait Whispering Pinet. À 8h30, j'entendis un léger coup à ma porte. C'était Desmond. Il portait un costume bleu marine impeccable, et tenait une tasse de café noir. Il me regarda de haut en bas et fit un lent signe de tête approbateur. « Tu as l'air prêt à acheter un petit pays, Ayan, dit-il, un léger sourire narquois sur les lèvres. Je pris le lourd classeur rouge sur le lit. Je me sens prêt à en faire flamber un, répondis-je. Sont-ils déjà dans la salle de conférence? Desmond vérifia sa tablette. Le concierge vient de confirmer. Caspian, vos parents et votre tante sont dans la salle de conférence vitrée au 3e étage. Monsieur Bradford et son assistant sont arrivés il y a 5 minutes et y ont été escortés. Ils ont demandé des expressos et de l'eau pétillante. Et Caspian, demandai-je, comment va notre courtier vedette ce matin? Desmond gloussa sombrement, il fait les 100 pas, nerveux, transpirant à travers son parfum bon marché. Il pense qu'il est sur le point de devenir un roi. Je pris une profonde inspiration, sentant le lourd dossier rouge dans mes mains. Le classeur contenait l'acte avec le sceau officiel du comté, les accords d'exploitation de la société à responsabilité limitée me désignant comme l'unique propriétaire à 100%, les polices d'assurance commerciale et les registres fiscaux. C'était une forteresse inébranlable de documentation juridique. Laissez-les prendre leur café, dis-je, vérifiant l'heure sur ma Patek Philippe. Nous leur donnerons exactement 30 minutes pour s'installer. Je veux les stylos sur la table. Je veux que Caspian soit à quelques secondes de signer sa vie avant que je ne lui retire le tapis sous les pieds. Nous avons attendu en silence. En bas, dans le hall principal, je savais que mes parents parlaient probablement encore de la brillance de Caspian, de son don naturel pour la victoire, de l'élégance de son costume de location. Ils riaient probablement encore du souvenir de Caspian me criant dessus hier, complètement inconscient qu'il riait dans l'ombre d'une guillotine. Quand l'horloge sonna 9h, je fis un signe de tête à Desmond. Il était temps. Je sortis de mes quartiers et commençai la longue marche dans le couloir lambrissé de cèdre. En passant devant la réception, mon personnel arrêta ce qu'il faisait. Ils me regardèrent avec un choc absolu. Ils ne m'avaient jamais vu qu'en salopette de toile sale. Je leur fis un signe de tête poli, mon visage masqué d'immobilité. J'entrai dans l'ascenseur en verre privé et j'appuyai sur le bouton du 3e étage. La porte se referma. Le léger bourdonnement de la machinerie me transporta vers le haut. Aujourd'hui, le minable pathétique reprenait sa maison. Le 3e étage du pavillon principal était entièrement dédié aux fonctions exécutives. Il était calme, isolé, et comprenait une immense salle de conférence aux parois de verre qui s'étendait au-dessus du bord de la crête de la montagne, offrant une vue panoramique à couper le souffle sur la vallée en contrebas. Tandis que je marchais sur l'épais tapis insonorisants du couloir, Desmond me suivant d'un pas en retrait, je pouvais voir la réunion se dérouler à travers les lourdes portes vitrées. Caspian se tenait à la tête de la longue table en acajou. Il avait une pile de documents épais et brillants étalés devant lui. Monsieur Bradford était assis à sa droite, portant des lunettes de lecture, tenant un stylo plume coûteux, examinant attentivement ce qui semblait être un protocole d'accord. Mes parents et tante Créza étaient assis sur les canapés en cuir moelleux, dans le coin de la pièce, vibrant pratiquement d'une excitation avide. Ils avaient l'air de regarder un ticket de loterie gagnant être imprimé. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas hésité. J'ai tendu la main, saisi la lourde poignée en acier inoxydable, et j'ai poussé les doubles portes. Le lourd bruit sourd des portes qui s'ouvraient brisa le murmure tranquille de la pièce. Chaque tête se tourna vers l'entrée. Pendant 3 longues secondes, il y eut un silence stupéfait. Ma mère, Cordelia, laissa tomber son eau gazeuse. Le verre frappa le tapis avec un bruit sourd, renversant du liquide partout. Mon père, Archibald, se leva si vite qu'il faillit renverser sa tasse de café. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il me regardait comme s'il regardait un fantôme. Ils virent le costume Tom Ford sur mesure, la montre Patek Philippe, le toilettage parfait,
et l'aura d'autorité pure et sans complexe qui émanait de moi. Caspian se figea. Le faux sourire confiant qu'il avait offert à M. Bradford glissa de son visage comme de l'argile mouillée. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc absolu, qui se transforma rapidement en une rage aveugle et désespérée. Il ne pouvait pas traiter ce qu'il voyait, mais ses instincts de défense se déclenchèrent immédiatement. Il pointa un doigt tremblant vers moi. « Qu'est-ce que tu fous ici » siffla Caspian, sa voix tremblant de fureur. « Et qu'est-ce que tu portes ? Tu as volé ce costume dans une chambre d'invité ? Fous le camp d'ici avant que je te fasse arrêter. » Je ne le regardais même pas. J'ignorais complètement son existence. Je marchais d'un pas lent et délibéré devant mes parents bouche bée, devant Caspian hyperventilant, et m'arrêtais directement en face de M. Bradford, de l'autre côté de la table. Bradford avait posé son stylo. Il me regardait avec un mélange de curiosité intense et d'intelligence aiguë. C'était un homme qui comprenait les dynamiques de pouvoir, et il pouvait instantanément dire que l'énergie entière de la pièce venait de changer violemment. « Monsieur Bradford, dis-je, ma voix calme, profonde et stable. Je m'excuse pour l'interruption de votre matinée. Je m'appelle Ian. » Bradford retira ses lunettes de lecture. « Et qui êtes-vous exactement, Ian ? Pourquoi interrompez-vous une négociation commerciale privée ?» Caspian s'élança, claquant ses mains sur la table. « C'est un personne. C'est le maudit concierge. C'est un minable psychotique, pathétique, obsédé par l'idée de ruiner ma vie. Appelez la sécurité tout de suite. » Je regardai M. Bradford droit dans les yeux. Je ne clignai pas. Je tendis la main vers ma veste, en sortis une épaisse carte de visite en relief doré, et la fis glisser sur la table en acajou poli, jusqu'à ce qu'elle s'arrête parfaitement devant lui. « Je suis le propriétaire, dis-je. » Les 4 mots planèrent dans l'air, lourds et létaux. Caspian laissa échapper un halètement bizarre et aigu. Ma mère couvrit sa bouche des 2 mains. « Je suis le seul propriétaire et actionnaire à 100% de la société à responsabilité limitée qui détient l'acte de propriété de Whispering Pinet, continuai-je, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Et il est venu à mon attention que le courtier qui se tient à côté de vous tente d'utiliser mon domaine de 9 millions de dollars comme actif d'ancrage garanti dans votre paquet d'intégration de 25 millions de dollars. » Bradford baissa les yeux sur la carte en relief doré, puis leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient froids et perçants. Il tente de me vendre un actif qu'il ne possède pas. Il ne possède pas un seul brin d'herbe sur cette montagne, dis-je doucement. Il n'a pas d'enjeu. Il n'a pas de procuration. Et il n'a pas le droit de vendre. Il commet une fraude commerciale. C'est un mensonge, hurla Caspian, sa voix se brisant violemment. Il ment. C'est un menteur jaloux et psychotique. Je ne me suis pas disputé avec lui. J'ai simplement soulevé le lourd classeur principal d'entreprise que je portais, je l'ai tenu au-dessus du centre de la table, et je l'ai laissé tomber. Il a frappé le bois d'acajou avec un claquement fort et définitif. Le son fit physiquement tressaillir Caspian. « Les documents sont tous là, monsieur Bradford, dis-je, en désignant le classeur. Certifié par le comté, registres fiscaux, l'acte original, les accords d'exploitation, tout. Je vous suggère de les lire avant de signer quoi que ce soit avec cet homme. » Je reculai, croisai les bras et attendis. Le piège s'était refermé, et maintenant le prédateur était sur le point de devenir la proie. Monsieur Bradford ne regarda pas Caspian. Il ne regarda pas mes parents, qui se serraient maintenant l'un contre l'autre sur le canapé, leur visage complètement vidé de sang. Bradford tendit ses mains calmes et délibérées, et tira le lourd classeur rouge vers lui. Il l'ouvrit. Le silence dans la salle de conférence vitrée était suffocant. Le seul son était le froissement net du papier épais de qualité légale, tandis que Bradford tournait les pages. Il examina l'acte de propriété original avec le sceau du comté en relief. Il lut l'accord d'exploitation qui énumérait explicitement mon nom comme le seul membre contrôleur de la holding. Il examina les déclarations de revenus. Il passa 3 minutes angoissantes à lire la preuve indéniable de mon empire. Caspian transpirait abondamment. De grosses gouttes de sueur roulaient sur ses tempes, imprégnant le col de sa chemise bon marché. Il ressemblait à un homme debout sur l'échafaud, regardant le bourreau tester le levier. « Papa, » murmura Caspian, sa voix tremblante, suppliante, « Papa, fais quelque chose. » Mais Archibald était paralysé. L'homme qui avait passé 3 décennies à me traiter comme une ordure,
fixait le classeur rouge comme si c'était une bombe. Il réalisa enfin que le fils qu'il avait adoré était une fraude complète, et le fils qu'il avait rejeté était le roi de la montagne. Bradford ferma lentement le classeur rouge. Il posa ses mains à plat sur la couverture. Quand il leva enfin les yeux vers Caspian, ses yeux étaient dépourvus de toute chaleur. C'étaient les yeux d'un prédateur dominant, qui venait de découvrir un rat sur son territoire. « Monsieur Bradford » balbutia Caspian, levant les mains en signe de défense. « Je peux expliquer. C'est un malentendu familial. Nous avons un accord verbal. Nous allions transférer l'acte. »« N'insultez pas mon intelligence » interrompit Bradford, sa voix terriblement calme. « Vous étiez assis dans mon bureau à Denver il y a 2 semaines, et vous m'avez dit que votre firme détenait les droits exclusifs sur cette propriété. Vous m'avez amené ici, m'avez paradé, et m'avez laissé croire que je négociais de bonne foi avec un propriétaire vérifié. C'est juste une technicité, implora Caspian, les larmes commençant réellement à monter à ses yeux. Le paquet d'intégration est toujours solide. Nous pouvons encore gagner des millions sur les lots adjacents. Bradford se leva. Il boutonna sa veste en cachemire avec des mouvements lents et délibérés. Vous avez tenté de garantir un investissement d'entreprise de 25 millions de dollars, en utilisant une propriété de 9 millions de dollars que vous ne possédez pas, dit Bradford, sa voix s'élevant, remplissant la pièce d'une autorité absolue. Ce n'est pas une technicité, Caspian. C'est une fraude par fil de fer. C'est une fausse déclaration criminelle. Vous avez essayé de faire de moi un complice involontaire d'un crime fédéral. Non, s'il vous plaît, sanglota Caspian, s'agenouillant littéralement contre le bord de la table en acajou. S'il vous plaît, monsieur Bradford, si vous vous retirez, je suis ruiné. J'ai un prêt sur gage. Je vais tout perdre. Vous avez déjà tout perdu, dit froidement Bradford. Cet accord est entièrement résilié. De plus, je siège au comité d'éthique de la commission immobilière commerciale. D'ici lundi matin, chaque grande société de courtage de l'État du Colorado aura un rapport complet de vos activités frauduleuses. Vous ne travaillerez plus jamais dans l'immobilier commercial. Bradford ramassa son stylo plume, le coiffa, et le plaça dans sa poche. Il n'accorda pas un autre regard à Caspian. Il se tourna vers moi et me tendit sa main droite. « Monsieur Hayan, » dit Bradford, son ton revenant à un profond respect professionnel. « Je m'excuse d'avoir amené ce cirque sur votre magnifique propriété. Vous avez un domaine incroyable ici. Je vous remercie d'être intervenu, avant que je ne signe mon nom sur un document frauduleux. » Je lui serrai fermement la main. « Merci, monsieur Bradford. Mon avocat, Desmond, vous escortera, et veillera à ce que votre vie privée soit protégée jusqu'à votre véhicule. » Bradford hocha la tête, tourna les talons, et sortit des portes vitrées, suivi de près par son assistant silencieux et Desmond. Les lourdes portes se refermèrent derrière eux avec un léger déclic. Je restai seul dans la magnifique salle de conférence ensoleillée, avec les restes brisés de ma famille toxique. L'accord de 25 millions de dollars s'était évaporé. La carrière de Caspian était officiellement morte. Le silence qui tomba sur la pièce était lourd, toxique et absolument dévastateur. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi l'histoire jusqu'à présent. Si vous êtes profondément investi dans cette vengeance, laissez un commentaire avec la phrase « Toujours là ». C'est un petit badge sympa qui montre que vous êtes arrivé au point culminant, et je mettrai personnellement un « J'aime » et répondrai à chaque commentaire qui inclut « Toujours là ». Maintenant, je tournai mon attention vers les personnes qui avaient fait de ma vie un enfer. Le vrai jugement était sur le point de commencer. Au moment où les portes vitrées se refermèrent derrière monsieur Bradford, la fragile illusion de ma famille se brisa complètement. La réalité de la situation s'abattit sur eux avec le poids écrasant d'un bâtiment qui s'effondre. Caspian était toujours à genoux, son front posé contre le bord de la table en acajou. Il hyperventilait, ses respirations venant par courts halètements saccadés. Il ressemblait à un ballon dégonflé. Toute son arrogance avait été instantanément aspirée de lui. Le prêt sur gage d'1,5 million qu'il avait vanté la nuit précédente était maintenant une ancre mortelle attachée autour de son cou. Mais ce fut la réaction de ma mère qui prouva vraiment pourquoi j'avais gardé mes distances toutes ces années. Au lieu de ressentir de la honte, au lieu de s'excuser d'avoir élevé un fraudeur, le cerveau de Cordelia se tourna immédiatement vers son mécanisme de défense préféré, me blâmer. Elle sauta du canapé en cuir, son visage tordu en un masque de fureur hystérique.
Elle traversa la pièce et s'arrêta à quelques centimètres de mon visage, pointant un doigt tremblant vers ma poitrine. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Ayan » hurla-t-elle, sa voix stridente et perçante. « Es-tu fou? As-tu complètement perdu la tête? Tu viens de détruire ton frère. Tu viens de ruiner toute sa vie. » Je la regardais de haut, complètement imperturbable. Je ne bronchais pas. Je ne reculais pas. « Je l'ai détruit ?» demandai-je, ma voix calme et conversationnelle. « Oui. » Cordelia hurla. « Tu l'as humilié devant un milliardaire. Si tu possèdes cet endroit, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu gardé cela secret? Tu as fait ça exprès. Tu as tendu un piège juste pour humilier ta propre chair et ton propre sang, parce que tu as toujours été jalouse de lui. » La dissonance cognitive pure était stupéfiante. Je regardais mon père. Archibald se tenait près du canapé, le visage pâle, incapable de me regarder dans les yeux. Il savait qu'elle était irrationnelle, mais il était trop lâche pour l'arrêter. « Maman, dis-je, gardant mon ton mortellement calme. Arrête de crier et écoute-moi très attentivement. Si je n'étais pas entré dans cette pièce aujourd'hui, Caspian aurait signé un document juridique frauduleux. Il tentait de vendre une propriété qu'il ne possède pas. C'est un crime fédéral. Si je l'avais laissé signer, le FBI aurait fini par frapper à sa porte, et il aurait risqué 10 ans dans un pénitencier fédéral. Je n'ai pas ruiné sa vie. Je l'ai gardé hors de prison. Tu devrais me remercier. » « Te remercier » halta-t-elle, serrant sa poitrine comme si je l'avais physiquement frappé. « Monstre arrogant. Tu as tout cet argent, tout ce pouvoir, et tu nous as laissé te traiter comme un serviteur. Tu nous as laissé croire que tu étais un minable pathétique. » Je souris. C'était un sourire froid et dur. « Je vous ai laissé penser ce que vous vouliez, » répondis-je. « Parce que la vérité est que si vous saviez que j'avais de l'argent, vous auriez exigé que je le lui donne. Vous m'auriez saigné à blanc pour financer son faux style de vie. J'ai construit un empire en silence pour me protéger de ma propre famille. » À ce moment, Caspian laissa échapper un sanglot guttural et agonisant. Il se traîna du sol et s'affala dans l'une des chaises de direction. Il enfouit son visage dans ses mains, ses épaules tremblant violemment. « Je suis mort » sanglota Caspian, sa voix étouffée par ses mains. « Je suis un homme mort. Les prêteurs sur gage, ils veulent récupérer leur 1,5 million dans 30 jours. Je ne l'ai pas. J'ai tout dépensé pour le bail, les vêtements, les pots de vin pour attirer l'attention de Bradford. Ils vont prendre ma maison. Ils vont prendre ma voiture. Ils vont me casser les jambes. » Tante Crésa, qui était restée complètement silencieuse dans le coin, prit enfin la parole. Sa voix tremblait. « Caspian, ce n'est sûrement pas si grave. Tu peux déclarer faillite, n'est-ce pas? On ne peut pas annuler un prêt sur gage lié à une garantie frauduleuse en cas de faillite, déclarai-je simplement, les bras croisés. Il est personnellement responsable. Ils liquideront tous ses biens. Et quand cela ne suffira pas, ils saisiront ses salaires pour le reste de sa vie. En supposant qu'il puisse un jour retrouver un emploi après que Bradford l'ait mis sur liste noire. » Caspian laissa tomber ses mains. Son visage était marbré, ses yeux injectés de sang et grands ouverts d'une terreur absolue. Il me regarda non pas avec colère, mais avec les yeux pathétiques et désespérés d'un homme qui se noie et regarde une bouée de sauvetage. Et je savais exactement ce qui allait se passer ensuite. L'arrogance avait disparu, et la supplication était sur le point de commencer. Caspian se redressa de sa chaise. Il trébucha en avant, son costume de location coûteux froissé et taché de sueur. Il tomba pratiquement sur la table en acajou, tendant des mains tremblantes pour saisir la manche de ma veste Tom Ford. Je reculai en douceur, le laissant saisir l'air vide. « Ayan, s'il te plaît » implora Caspian, sa voix se brisant, les larmes coulant librement sur son visage. « S'il te plaît, tu dois m'aider. Tu dois me sauver. » Je le regardai avec un dégoût absolu. « Te sauver ? » ?»« Oui » cria Caspian, tombant à genoux de nouveau juste devant moi. « Tu es riche, Ayan. Tu possèdes tout cet endroit. 9 millions de dollars. Qu'est-ce qu'1,5 million pour toi? Ce n'est rien. S'il te plaît, fais-moi juste un prêt. Rembourse les gars du prêt sur gage. Je travaillerai pour toi. Je nettoierai les toilettes. Je balayerai les sols.
Je ferai tout ce que tu voudras. Ne les laisse pas me détruire. C'était pathétique. L'enfant chéri, l'homme qui m'avait tourmenté pendant 2 décennies, était à genoux à mes pieds, offrant de faire le travail même dont il s'était moqué de moi 24 heures plus tôt. Avant que je puisse répondre, mon père retrouva enfin sa voix. Archibald s'avança, le visage pâle, mais son ton était exigeant. « Ian, tu dois faire ça, ordonna mon père. C'est ton frère. La famille s'occupe de la famille. Tu as évidemment amassé des millions de dollars en secret. Tu peux te permettre de réparer cette erreur. Fais-lui un chèque aujourd'hui. Ne sois pas un fils égoïste et ingrat. » Je fixai Archibald. L'audace pure était presque comique. Même maintenant, debout au milieu des ruines de la vie de Caspian, ils essayaient de me commander de sacrifier ma richesse durement gagnée pour nettoyer ses dégâts. La famille s'occupe de la famille, répétais-je, ma voix tombant à un murmure dangereux. Où était cette philosophie quand j'avais 18 ans, marchant sous la pluie glaciale pour un service de nuit, parce que tu ne voulais pas que ma veste mouillait sur les sièges de ta voiture? Où était cette philosophie quand j'ai demandé un prêt de 500 $ pour des manuels scolaires, et que tu m'as dit que je n'étais pas un bon investissement, mais que tu as ensuite contracté une 2e hypothèque pour payer les entreprises ratées de Caspian? Archibald ouvrit la bouche, puis la referma, son visage rougissant. Je regardais Caspian, qui était toujours agenouillé, me regardant avec des yeux désespérés et suppliants. Je me penchai près, m'assurant que chaque mot que je dirais serait gravé dans sa mémoire pour toujours. Hier, murmurai-je, tu te tenais dans le hall de mon complexe. Tu m'as pointé du doigt devant ton client milliardaire. Te souviens-tu de ce que tu m'as appelé, Caspian? Caspian déglutit difficilement, ses lèvres tremblantes. Ian, je ne voulais pas dire ça. J'étais stressé. Tu te souviens, exigeai-je, ma voix résonnant sur les murs de verre. Tu m'as appelé un minable pathétique, continuai-je, me redressant et ajustant mes manchettes. Tu m'as dit de dégager de ta vue. Eh bien, Caspian, je suis exactement ce que tu as dit que j'étais. Je ne suis qu'un minable pathétique. Et un minable pathétique n'a certainement pas 1,5 million de dollars à prêter à un fraudeur. Je sortis mon téléphone portable de ma poche et appuyai sur un seul bouton. Qu'est-ce que tu fais, s'affola Cordelia, saisissant son sac à main. J'appelle la sécurité, dis-je calmement. Votre bail a expiré ce matin à 9 h. Vous êtes actuellement en infraction sur une propriété commerciale privée. En moins de 30 secondes, les lourdes portes vitrées s'ouvrirent. 2 de mes gardes de sécurité massifs et costauds, des hommes qui s'occupaient habituellement des ours agressifs sur la ligne de propriété, entrèrent dans la pièce. Ils me regardèrent pour les instructions. Escortez ces personnes jusqu'au parking, ordonnai-je, sans regarder ma famille. Assurez-vous qu'ils emballent leurs affaires et quittent les lieux immédiatement. S'ils résistent, appelez le shérif du comté. Caspian laissa échapper un gémissement de désespoir absolu alors qu'un garde le saisissait par le bras et le tirait sur ses pieds. Ma mère commença à me hurler des insultes, me traitant de monstre, de démon, de fils dénaturé. Mon père se contenta de regarder le sol, totalement vaincu. Je marchai vers le mur de verre et regardai la vaste vallée. J'écoutais le son de leurs protestations s'estomper dans le couloir. Je ne ressentis ni tristesse ni culpabilité. Je me sentis juste léger. Pour la première fois de ma vie, je pouvais enfin respirer. Cela fait exactement 3 mois depuis ce dimanche matin dans la salle de conférence en verre. Les conséquences ont été rapides, brutales, et entièrement prévisibles. Monsieur Bradford a tenu parole. À la fin de cette semaine-là, la tentative frauduleuse de Caspian était de notoriété publique dans les cercles immobiliers de haut niveau. Sa société de courtage l'a immédiatement licencié, désireuse de se distancer d'une énorme responsabilité. Sans emploi et complètement mis sur liste noire par l'industrie, Caspian n'avait aucun moyen de rembourser les prêteurs sur gage. Ils ont tout pris. Ils ont saisi sa Mercedes louée, vidé ses maigres comptes bancaires, et l'ont contraint à la faillite au chapitre 7. Mais parce que la dette était liée à une fraude commerciale, les tribunaux de la faillite ont refusé de décharger la totalité du montant. Il leur versera un pourcentage de ses salaires pour le reste de sa vie. Mes parents, fidèles à leur nature toxique, ne purent supporter de voir leur enfant chéri souffrir. Archibald et Cordelia finirent par vendre leur maison de banlieue à 4 chambres pour couvrir le solde restant des dettes de Caspian et le protéger de tout danger physique.
Ils emménagèrent dans un appartement exigu à 2 chambres dans un quartier de Denver beaucoup moins recherché. Caspian vit maintenant dans leur chambre d'amis. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de tante Kreza, avant de bloquer son numéro, c'est que Caspian travaille de nuit comme assistant manager dans un magasin de pièces automobiles discount. Quant à moi, la vie n'a jamais été aussi bonne. 2 semaines après l'incident, Monsieur Bradford a contacté Desmond. Sans l'intermédiaire parasite, Bradford et moi nous sommes assis comme de vrais hommes d'affaires. Nous avons signé un accord de partenariat entièrement légal et très lucratif. Sa société de capital investissement a injecté des capitaux dans Whispering Pine, et nous entamons actuellement la construction d'un 2e complexe écotouristique, plus haut dans la chaîne de montagnes. Je mets encore parfois ma salopette de toile. J'aime toujours descendre à la salle des pompes pour réparer une valve ou vérifier les chaudières. J'aime l'odeur de la graisse et la sensation d'une lourde clé en acier dans ma main. Cela me rappelle d'où je viens, et cela me rappelle la valeur absolue du travail acharné et honnête. On dit souvent aux personnes qui grandissent dans des familles toxiques que le sang est plus épais que l'eau. Nous sommes conditionnés à croire que nous devons endurer un manque de respect sans fin, des abus financiers et des manipulations émotionnelles, simplement parce que nous partageons l'ADN avec nos bourreaux. On nous apprend à rester silencieux, à jouer nos rôles assignés, et à sacrifier notre propre paix pour maintenir l'illusion d'une famille heureuse. Mais j'ai appris, à mes dépens, que la vraie famille est construite sur le respect mutuel. Vous ne pouvez pas guérir dans le même environnement qui vous a brisé. Et vous ne pouvez pas sauver les gens qui sont déterminés à vous noyer pour se maintenir à flot. J'ai construit mon empire dans l'ombre, non par vengeance, mais par survie. Et le moment venu, j'ai utilisé la vérité pour faire disparaître les mensonges. Je n'ai pas détruit mon frère. Sa propre arrogance, sa propre avidité, et ses propres mensonges l'ont détruit. J'ai juste refusé d'être le bouclier qui le protégeait des conséquences de ses propres actions, désormais. Je sais que certaines personnes pourraient penser que j'ai été trop dur. Même maintenant, mes parents m'envoient encore des courriels depuis de nouvelles adresses, me traitant de monstre de sang-froid, me blâmant pour leur situation de vie misérable actuelle. Je les lis. Je prends une gorgée de mon café et j'appuie sur supprimer. Ma conscience est complètement claire. Alors, je dois vous poser la question, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que je suis allé trop loin en laissant ma famille faire face à une ruine financière totale, même s'ils ont allumé le feu? Ou pensez-vous que tenir bon face aux membres toxiques de votre famille est le seul moyen de briser réellement le cycle de la maltraitance? Je veux vraiment entendre vos réflexions à ce sujet. Veuillez partager vos opinions ou vos propres expériences personnelles avec les dynamiques familiales toxiques dans la section des commentaires. Continuons cette conversation. Si vous soutenez la façon dont j'ai géré cette situation, et que vous voulez voir plus d'histoires intenses de vengeance, veuillez naturellement soutenir en aimant cette vidéo et en appuyant sur le bouton d'abonnement. Cela aide beaucoup et garantit que vous ne manquerez pas la prochaine histoire incroyable. N'oubliez pas, votre paix vaut la peine d'être protégée, peu importe qui vous devez laisser derrière vous pour la conserver. Restez fort et merci d'avoir regardé.